Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un grand classique du trading, un phénomène que tout le monde a déjà vécu et qui peut être super frustrant, le fameux stop hunt, la chasse au stop. C'est une situation tellement familière, non? On prend une position, on place son stop, et là, le marché vient le chercher au tick près, pile au plus bas ou au plus haut. Et juste après, bam, le prix explose dans la direction qu'on avait prévue. C'est à s'arracher les cheveux. On se dit que ça ne peut pas être juste de la malchance. Et si c'était vrai? Allez, on creuse tout ça ensemble. Ok, première partie. On va tout de suite mettre l'épée dans le plat et révéler ce qui se cache vraiment derrière ce stop-out parfait. Ce n'est pas une histoire personnelle, c'est bien plus une question de positionnement. Alors, le mythe tenace, c'est que les grosses mains, les institutions, ciblent les stops des petits traders un par un. Mais la réalité, elle est beaucoup plus simple et en fait totalement impersonnelle. Ce qui les intéresse, ce ne sont pas les individus, mais les grosses poches de liquidité. Et qu'est-ce que c'est un bassin de liquidité? Eh bien, c'est tout simplement un endroit sur le graphique où plein de stop-loss sont regroupés. Pensez au niveau évident, les supports, les résistances, les derniers plus hauts ou plus bas. Ce sont de véritables aimants à stops, et donc la vraie cible des gros poissons. Et regardez ça, ce graphique montre pourquoi l'idée d'une chasse personnelle est un peu absurde. Les traders particuliers, c'est à peine 5% de la liquidité du marché. Pour une institution qui brasse des milliards, chasser un seul de ces stops, ce serait comme un cachalot qui essaie d'attraper un seul grain de plancton. Ça n'a aucun sens, l'effort est bien trop grand pour un si petit gain. Le point central, il est là. La chasse au stop, c'est un outil. La smart money, comme on l'appelle, doit passer des ordres gigantesques. Pour ça, il lui faut une contrepartie. En poussant le prix vers une zone pleine de stop, elle déclenche une cascade de vente ou d'achat qui lui fournit toute la liquidité dont elle a besoin pour entrer sur le marché sans tout faire décaler. C'est mécanique. Bon, maintenant qu'on a compris le pourquoi, passons à la suite logique, le où. Comment on fait pour repérer ces zones de danger, ces endroits où les chasses à la liquidité sont les plus probables? En fait, les endroits les plus dangereux sont souvent les plus prévisibles. C'est là où tout le monde a tendance à mettre ses stops. Juste en dessous d'un support évident, juste au-dessus d'une résistance claire, près des gros chiffres ronds comme 100 ou un 50, toutes ces zones bien propres sont des cibles parfaites parce qu'on sait que les stops s'y accumulent. Et le signal visuel typique d'une capture de liquidité, c'est souvent très clair. On voit le prix qui fait une pointe rapide et agressive dans une de ces zones, puis qui est rejeté tout aussi violemment dans l'autre sens. Ça laisse une trace très reconnaissable sur le graphique, une bougie avec une très longue mèche. C'est la signature. On peut même déceler une sorte de rythme au fil de la journée. Attention, ce n'est pas une science exacte, mais c'est une tendance. La session asiatique, souvent plus calme, est parfaite pour consolider et faire un premier nettoyage des stops. Ensuite, Londres arrive avec plus de volume, et enfin New York, où le vrai mouvement de la journée se déclenche souvent une fois que la smart money a bien chargé ses positions. Allez, passons à la partie la plus constructive. Comment on survit à ça? Et même mieux, comment on peut transformer cette menace apparente en une opportunité? C'est tout l'enjeu. La stratégie de défense est simple. Elle tient en 3 mots-clés à retenir: patience, intelligence dans le placement des stops et confirmation avant d'agir. C'est un plan en 3 étapes. D'abord, la patience, c'est vraiment la première ligne de défense. Énormément de trades perdants ne le sont pas à cause d'une mauvaise direction, mais d'un mauvais timing. Une règle simple, c'est d'éviter les moments de faible liquidité, comme la session asiatique, où le marché est plus facilement manipulable. Mieux vaut attendre que le volume arrive et que le marché montre clairement ses intentions. Pour la deuxième étape, placer ses stops plus intelligemment. Il y a un outil qui est juste génial pour ça, l'Average True Range ou ATR. Cet indicateur ne va pas prédire la direction des prix, non, mais il va mesurer le bruit du marché, sa volatilité normale du moment. Et l'idée, elle est là. Au lieu de placer son stop sur un niveau de prix un peu au hasard, on va le baser sur la volatilité réelle du marché. L'ATR donne une valeur qui permet de placer son stop juste en dehors de ce bruit de fond habituel. Ça lui donne de l'air pour respirer et ça évite de se faire sortir sur un simple soubresaut sans importance. Et enfin, l'étape 3, la confirmation. C'est crucial. Au lieu de sauter dans le marché à la seconde où on voit une longue mèche se former, il faut attendre un signal clair que le retournement est bien réel, qu'il est validé. Ce signal, on l'appelle souvent un changement de caractère ou SHOSH. Alors, un changement de caractère, c'est quoi exactement? C'est assez simple en fait. Imaginez une tendance baissière. Le marché fait des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. Le share aussi, c'est le moment où le prix casse le dernier sommet important. Il crée un sommet plus haut. C'est le tout premier indice que la dynamique est peut-être en train de changer de camp. Ce tableau, c'est un peu le résumé du plan de jeu parfait. Étape 1, pendant la chasse, on ne fait rien, on reste sur la touche. Étape 2,
Quand ça se calme, on commence à observer attentivement. Étape 3, quand les signaux de confirmation arrivent, comme le CHO, on se prépare à entrer. Et ensuite, on exécute, avec un stop bien placé et surtout une gestion du risque impeccable. Et on termine avec ce qui est sans doute le plus important. Au-delà de la technique, tout est une question de perspective, de changement d'état d'esprit. Il faut vraiment se mettre ça en tête. Le trading, ce n'est pas de la voyance. Le but n'est pas d'avoir raison à 100%. Le succès vient d'une gestion rigoureuse des probabilités et d'une discipline de fer sur le risque, trade après trade. Un exemple tout bête, mais tellement parlant. Avec un ratio de 4 pour 1, c'est-à-dire que pour chaque euro risqué, on vise un gain de 4 euros, une stratégie peut être rentable sur le long terme, même avec moins d'un trade sur 2 de gagnant, même avec seulement 40% de réussite. C'est la puissance des maths. Cette phrase résume tout à la perfection. La patience pour attendre le bon moment, la discipline pour se protéger, et les maths pour avoir un avantage statistique. C'est ça, le cœur du métier. Et voilà la question finale. Avec ces outils en main, la prochaine fois que le marché décrochera ou s'envolera sans raison apparente, est-ce que ce sera perçu comme une menace, quelque chose qui fait peur, ou au contraire, comme une magnifique opportunité qui se dessine? Tout est là.